Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le TAC 7, 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevée hier vendredi à Yamoussoukro. De nombreux acquis enregistrés. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso appelle le comité conjoint à plus de rigueur et au suivi. Pascal Affi-N'Guessan élu président du FPI, le Front populaire ivoirien, avec plus de 99% des voix. Le 4e congrès ordinaire du FPI, ouvert hier à Treichville, a refermé ses portes ce samedi. Et puis présidentielle au Mali, les électeurs sont attendus aux urnes demain, dimanche 29 juillet 2018, pour choisir leur nouveau président. Pour leur permettre de voter en toute quiétude, eh bien, le gouvernement malien a mis en place tout un dispositif sécuritaire. Je vous le disais tantôt, le TAC 7, c'est fini. La 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevée hier à Yamoussoukro. De nombreux acquis ont été enregistrés, en tout cas, à cette réunion de haut niveau. Toutefois, selon le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, il y a encore du travail à faire. Alpha Barry appelle le comité conjoint à plus de rigueur et au suivi. C'est ce que nous dit Alvor Assa. Les résultats du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont-ils vraiment palpables? Oui, répond le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, régulièrement à la tâche pour suivre avec son collègue des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire à Montano l'évolution de ce traité. Et cela est à mettre à l'actif des deux pays qui veulent se développer et devenir des puissances régionales et internationales. À l'image de l'Allemagne et de la France, c'est important qu'il y ait cette relation-là très forte qui consolide donc les liens d'amitié entre les deux pays. Maintenant, sur le plan coopération, il y a un travail qui est fait et aujourd'hui on a des résultats, par exemple au niveau de l'approvisionnement en hydrocarbures. Il y a un accord qui a été déjà signé entre la CIR et la Sonabi qui est la Société nationale d'hydrocarbures du Burkina. Au niveau du chemin de fer, la convention de concession révisée va être introduite au Parlement burkinabé en septembre. Au niveau de la matérialisation des frontières, les comités nationaux ont été créés des deux côtés et donc ils devraient pouvoir travailler pour cette matérialisation. Il y a de nombreux résultats, comme par exemple la délivrance des diplômes. Vous savez, les étudiants, les élèves burkinabés qui font l'école en Côte d'Ivoire, qui ont des diplômes, et comme la délivrance prenait du temps, quand ils se retrouvent au Burkina, ils n'ont pas de diplôme pour pouvoir s'inscrire, ils n'ont pas de diplôme pour pouvoir passer des concours. Et donc, à ce niveau, le problème est réglé à 92%, en tout cas des délivrances. Donc il y a quelques résultats comme ça. Et nous attendons beaucoup d'autres et c'est ce que les chefs d'État ont donné comme orientation pour qu'on aille vite. Et nous espérons qu'au comité de suivi qui va se tenir dans quelques mois, donc dans environ 6 mois, on va pouvoir présenter encore de nouveaux résultats. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, souhaite que le comité conjoint de suivi soit plus qu'actif avec toute la rigueur pour faire bousculer les chantiers et donner des résultats convaincants dans tous les secteurs d'activité. Cela au profit du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. L'hépatite virale, on en parle ce soir à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre ce fléau qui touche environ 2 milliards de personnes dans le monde selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La commémoration ce 28 juillet 2018 est axée sur la sensibilisation des acteurs du secteur, cela en vue d'une meilleure diffusion de l'information. Et c'est avec David Soyo et Franck Quadio qu'on en parle. Elle touche à 2 milliards de personnes dans le monde. L'hépatite virale, appelée encore tueur silencieux, est peu connue des populations au plan national. Le taux de prévalence de l'hépatite B, la plus répandue et la plus dangereuse, est de 13% selon l'OMS.
Dans le but d'amener les populations à prendre conscience de ce fléau, la plateforme Village de la Santé en Côte d'Ivoire tient une conférence sur les hépatites. Nous avons souhaité organiser ce débat pour une sensibilisation au sein de ce département qui forme des agents de la santé, parce que sur le terrain, nous avons remarqué que non seulement les populations ne savent pas ce que c'est que l'hépatite virale, mais malheureusement, une bonne partie du personnel de la santé ignore tout de l'hépatite virale. Une séance de renforcement de capacité qui est loin de déplaire à Franck, étudiant infirmier en 3e année. Je viens pour la conférence sur l'hépatite, juste pour approfondir les connaissances que j'ai apprises ici à l'INFAS. Le thème du jour, hépatite virale et prévention transmission materno-fœtale avec un taux de 33%. La transmission mère-enfant inquiète le programme national de lutte contre les hépatites virales. La transmission mère-enfant est un mode de contamination très important en ce qui concerne l'hépatite virale B, et les études qui avaient été faites à l'époque montraient qu'une femme infectée sur 3 pouvait transmettre le virus de l'hépatite B à son bébé à la naissance. Donc devant cette triste réalité, il était important de mettre en place une prévention de la transmission mère-enfant, à l'instar du VIH-Sida, parce que la PTME du VIH-Sida a connu un succès. Aujourd'hui, il faut éviter de partager certains objets qui portent le sang, parce que c'est un virus qui est dans le sang, qui est très difficile à décontaminer. 2 heures de réflexion, des échanges jugés enrichissants par responsables, encadreurs et apprenants. En tant qu'infirmier, c'est pour moi un honneur de dire à un parent que l'hépatite virale est une maladie vraiment très dangereuse. Parce que le mot de prévention, pour le moment que ta famille soit infectée, parce que juste une brosse à dents, toute une famille peut être infectée. À chaque 28 juillet, les organisations internationales et les plateformes locales conjuguent leurs forces en vue de bouter hors de nos frontières ce fléau qui constitue la première cause du cancer du foie et de cirrhose en Côte d'Ivoire. La santé, c'est la vie. On parle donc santé encore une fois et on s'intéresse cette fois aux maladies chroniques non transmissibles. Il s'agit entre autres du diabète, des cancers, de l'asthme et des maladies cardiovasculaires, des maladies qui causent plus de 40 millions de décès dans le monde selon l'OMS. Un premier symposium sur ces maladies a été donc organisé. C'est à l'initiative de l'association Obésité et Diabète en Côte d'Ivoire. Avec Ami Sissoko, on en parle. Symposium sur les maladies chroniques non transmissibles, MNT. Parmi les participants, Martine et Romuald. Depuis 9 ans, Martine traîne une thyroïde, une maladie qui se manifeste physiquement par un goitre et parfois par des yeux globuleux. Moi, les yeux sont sortis d'orbite pendant 9 ans. Chaque 3 mois, il faut faire un bilan, il faut faire des examens de sang. Chaque 3 mois, on doit changer les médicaments. Romuald, lui, a encore les séquelles de son AVC, accident vasculaire cérébral. J'ai fait 1 mois dans le coma. Quand je suis revenu à la vie, j'ai perdu mon côté droit. Comme il y a les traitements aujourd'hui qui parlent de ça. Donc c'est pour ça que nous, on est venus pour en parler. On appelle maladies chroniques non transmissibles des maladies non infectieuses qui se soignent mais dont on ne guérit pas. Ce sont entre autres l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, la thyroïde, le tabagisme, le diabète, les cancers et les maladies rénales. Selon l'OMS, ces maladies sont responsables de plus de 40 millions de décès dans le monde par an. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'on entende parler d'une crise cardiaque, d'une crise d'accident vasculaire cérébral. Il y a trop de mortalité et trop d'handicaps liés à ces pathologies. Donc il est bon de faire un break et puis de faire le point de ce qui se passe dans notre pays, qu'est la Côte d'Ivoire. Les maladies chroniques non transmissibles ont en commun les mêmes facteurs de risque. Tabagisme, alcoolisme, inactivité physique et alimentation déséquilibrée. Ce premier symposium d'Abidjan réunit 15 pays africains et européens. Si nous martelons sur la sensibilisation, sur le dépistage précoce de ces maladies, nous pouvons endiguer la problématique des maladies non transmissibles qui sont aujourd'hui un grand frein à notre développement au niveau africain. Les résolutions du symposium seront évoquées au 3e sommet mondial des maladies chroniques non transmissibles à New York en septembre prochain. Sommet qui fera le point des avancées des différents États dans la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles.
Et ces maladies n'épargnent pas les enfants. Une clinique mobile justement pour diagnostiquer les maladies cardiovasculaires chez les tout-petits et également chez les adultes vient d'être initiée, découverte avec Franck Kouadio. Bloc chirurgical de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Des parents attendent leur passage. Leurs enfants ont été diagnostiqués lors des séances de dépistage lancées dans plusieurs quartiers d'Abidjan et alentours par l'ONG internationale Earth Fund en partenariat avec la Fondation Didier Drogba. La phase 2, durant 3 jours, une vingtaine d'opérations chirurgicales gratuites d'enfants souffrant de cardiopathie avec pour particularité une intervention sans ouverture du thorax. Donc on passe par des vaisseaux qui sont au niveau de l'aine. On monte un petit guide et on déploie une prothèse ou un ballon qui permet de traiter la malformation qui est au niveau du cœur. Alors aujourd'hui, il y a une proportion qui est connue de manière internationale qui touche l'intégralité de tous les pays, c'est 1%. Donc pour 100 naissances, il y a une naissance qui présente un enfant qui présente une cardiopathie congénitale. Ça, ce sont les naissances qui survivent. D'accord ? Mais ensuite, les maladies cardiovasculaires, elles intéressent aussi les enfants qui grandissent. À travers la baie vitrée, les équipes du docteur Liu interviennent sur un cas. Un enfant de moins de 2 ans, à leur côté des praticiens ivoiriens bénéficiant de cette collaboration. Et le cas qu'on vient de voir, c'est un cas de dilatation des sténoses valvulaires pulmonaires. Donc c'est un bébé de 14 mois qui avait une valve pulmonaire, donc une porte qui ne s'ouvrait pas bien. Donc ça fait que l'enfant fait de l'insuffisance cardiaque et mort peut s'en suivre. Donc il vient de bénéficier d'une dilatation de sa sténose pulmonaire, ça s'est très bien passé. Et donc à date, en tout cas, nous sommes hier on a fait 7 cas, ce matin nous sommes à 5, donc ça fait 12 cas qui viennent de se passer sans complications et puis les résultats sont plutôt très bons. En salle, des chirurgiens, mais aussi des personnalités célèbres venues d'ailleurs, le top modèle ukrainien Alina Baïkova et l'acteur américain Gary Jordan de la série Les Experts de Miami. Je suis particulièrement touchée par le travail qui est fait dans le bloc, mais je me dis, en tant que parent aussi, comment faire pour éviter d'en arriver là? Est-ce qu'on peut prévenir? Alors il y a les maladies congénitales, donc voilà, c'est de naissance, mais pour tout le reste, comment on peut éviter que des enfants doivent passer par du bloc et par ces situations? Des cadeaux pour enfants malades, une opération sur le terrain à travers un car médical mobile, et un don de prothèses à l'Institut de cardiologie d'Abidjan en valeur environ 250 millions de francs CFA pour le suivi des malades, car à la réalité, la prise en charge des cardiopathies congénitales a un coût élevé. La prise en charge de ce type d'intervention, si vous devez le réaliser dans un pays européen ou en Europe du Nord, en tenant compte des coûts des soins, vous ne vous en sortirez pas à moins de 15 millions. De francs CFA. Pour la méthode normale, 15 à 20 millions, ça dépend du cadre. À l'Institut, nous proposons de faire ces interventions à 1 million, 1,5 million. Mais même là encore, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a très peu d'Ivoiriens qui sont en mesure de le faire. Cela d'autant plus que ces pathologies, ces affections ne sont pas prises en compte par les assurances. Notons que cette opération de Earth Fund et de la Fondation Didier Drogba a permis le dépistage de plus de 5000 personnes depuis 2015 en Côte d'Ivoire. On referme la page santé pour parler politique à présent. Pascal Affi-N'Guessan est élu président du FPI, Front populaire ivoirien, avec plus de 99% des voix. Ce samedi, le 4e congrès ordinaire du FPI a refermé ses portes à Treichville. On y retourne avec Herman Guivet. Deuxième jour du 4e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien. À l'ordre du jour, élection du président du parti et du président du comité de contrôle du parti. Pascal Affi-N'Guessan, seul candidat en course pour le poste de président, et Kwawenyen Marcelin pour le poste de président du comité de contrôle du parti. Place au vote des congressistes en file indienne. Chacun s'empresse de glisser son bulletin de vote dans l'urne. Dépouillement, puis résultat, Pascal Affi-N'Guessan élu au poste de président du FPI à 99% des suffrages exprimés. Est donc élu au poste du président du Front populaire ivoirien le camarade Pascal Affi-N'Guessan Kadidia Sultan. Le président élu décline tout de suite ses grands chantiers. Nos 10 chantiers restent d'actualité, c'est-à-dire
le renforcement du parti, l'unité interne du parti, l'actualisation de notre vision politique et de notre programme de gouvernement, la communication pour améliorer l'image du parti dans l'opinion, le repositionnement international du parti, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas servir la Côte d'Ivoire sans avoir des réseaux au niveau international. C'est vraiment ce chantier-là que nous allons poursuivre d'ici 2020. Une élection dont se félicitent plusieurs cadres du parti. Cette élection m'inspire l'espoir. Depuis 17 ans, on n'avait pas encore fait un congrès. Et ce congrès nous redonne l'espoir. On est venu sonner la mobilisation. Les militants vont retourner dans les bases pour aller continuer la bataille. J'ai été très ému parce qu'il le mérite avec tout ce travail qu'il a élaboré depuis 1990. C'est une confirmation. Et nous autres, nous croyons que Affi N'Guessan est l'homme de la situation FPI. Saluant la mobilisation de tous les congressistes, Pascal Affi N'Guessan a tenu à les rassurer quant à la détermination de leur parti à aller confiant aux élections de 2020. Le prix Droits de l'homme, édition 2018, est lancé. Thème retenu cette année, les droits des migrants, autour donc des droits des migrants et des réfugiés. Le thème retenu, c'est précisément la protection des droits des migrants et des réfugiés en Côte d'Ivoire. C'est un concours lancé par la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. On en parle avec Ahmed Traoré et Herman Guivet. Chaque année, la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, décerne un prix aux acteurs qui s'illustrent de manière excellente dans la promotion et la protection des droits humains. Pour cette 3e édition, le thème retenu est la protection des droits des migrants et des réfugiés en Côte d'Ivoire. C'est un prix qui vise à soutenir les initiatives des acteurs qui exécutent des projets sur le terrain ou qui ont mené des actions, n'est-ce pas, pour protéger les droits des populations. Le prix va récompenser toutes les initiatives de personnes morales ou physiques qui ont mené des actions ou qui vont mener des actions en lien avec ce thème. Choisi comme président du jury composé de 8 membres, le professeur Francis Vaudier se dit honoré de cette désignation. Le prix des droits de l'homme de la CNDHCI sera remis cette année par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le lundi 10 décembre à la primature. Les Jeux de la francophonie, on s'en souvient encore. La Côte d'Ivoire a accueilli ces Jeux en juillet 2017 et l'événement a connu un franc succès. Et bien, un an après, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé a décidé de rendre hommage aux femmes du district d'Abidjan pour leur apport capital dans la réalisation de ce projet, donc l'organisation et la réussite des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Les Jeux de la francophonie de 2017 ont été un franc succès en Côte d'Ivoire. Un succès réalisé grâce à l'engagement et à la détermination des femmes du district d'Abidjan. En reconnaissance, le district autonome d'Abidjan a organisé une fête à leur honneur pour les magnifier. Le rôle que nous avons joué, nous les mamans, en ces Jeux de francophonie, ça nous a permis de voir la valeur humaine, l'amour, la solidarité, qui sont des vertus qui amènent tout le monde à aller plus de l'avant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se comprenne et que nous vivons bien ensemble dans l'harmonie et l'amour. Les mamans et les tatas, ces femmes chargées de gérer le village Akwaba, étaient aux petits soins des 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs de ces Jeux. Elles ont traduit dans les faits la légendaire hospitalité aux autres. Et je puis vous assurer que tous ceux qui ont participé à ces Jeux et qui ont goûté aux plats ivoiriens sont repartis très heureux parce que la qualité de la restauration réalisée par notre sœur était de très haut niveau. Dans les maquis qui étaient à proximité du village des Jeux, au bord de la plage, au sein de l'INJS, étaient tenus par nos sœurs et là aussi, les athlètes ont apprécié au niveau de l'encadrement des athlètes. Les mamans avaient un rôle spécifique, c'est de veiller à ce que rien ne manque aux athlètes du point de vue de leurs courses, de la restauration, de leurs interrogations et de leur volonté de connaître la vie. Robert Begré-Mambé a exhorté les femmes du district d'Abidjan à être toujours disponibles pour accompagner les grandes actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, pour le rayonnement
la Côte d'Ivoire. Voilà les femmes du district d'Abidjan honorées pour leur rôle capital dans l'organisation et la réussite des 8e Jeux de la francophonie. On faisait le point avec Issa Yeo et on reste avec notre reporter pour évoquer cette fois le FIRA. Le FIRA, c'est le Festival international du rire qui refait surface après 9 ans d'interruption. Cérémonie de lancement ce jeudi. C'était à l'Institut Goethe à Cocody. Et revoilà. Le Festival international du rire d'Abidjan, FIRA, après 7 ans d'interruption, le Festival d'humour refait surface. Une lucarne pour détecter et confirmer des talents. Le niveau de l'humour en Côte d'Ivoire est en train de connaître une phase de professionnalisation. Mais il faut accompagner cette dynamique-là par du mécénat, par du sponsoring et qu'il y ait aussi la régularité des prestations dans des salles à Abidjan et aussi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Le FIRA, une opportunité pour les humoristes ivoiriens et ceux venus d'autres pays africains de partager leurs expériences. C'est une joie immense que de retrouver encore le FIRA. On était vraiment désespérés. Nous devons laisser quelque chose pour la prochaine génération. Le transfert, c'est-à-dire le partage de ces valeurs-là doit se faire de façon qualitative. C'est dans ça que nous installons. On n'avait plus de véritable festival d'humour en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le FIRA revient. Nous sommes très contents de trouver enfin un espace où nous pourrons partager notre regard. 3 spectacles vont marquer la 9e édition du FIRA. La nuit du One Man Show, le maquis du Dormican et le riz à chaud. Ce sont des spectacles qui permettront aux humoristes d'égayer leur public du 3 au 5 août prochain au Palais de la Culture de Treichville. Je vous conduis à présent en pays Atié, précisément à Anyama Awabo, localité située à 1 km de la commune d'Anyama. Nous y allons pour assister à une fête de génération. Les Djubo, après 20 ans de règne, viennent de passer le flambeau au Mouna. Les guerriers de 4 générations gérant le pouvoir en pays acquis entament la procession. Ils exécutent avec aisance le foquet, danse guerrière réservée uniquement aux initiés. Chez ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire, il existe dans chaque génération 4 classes d'âge dans la procession. Au premier rang, les plus jeunes de chaque classe d'âge. En tête, la génération Mouna, les moins âgés. Et en dernière ligne, les doyens d'âge symbolisés par la génération Djubo. Toutes ces générations se dirigent vers la place publique du village à l'appel du tambour parleur. Nous sommes aux festivités marquant la fin des 20 ans de règne de la génération Djubo dans le village d'Anyama Awabo, dans la commune d'Anyama. Autre temps fort, parade et démonstration de force des guerriers devant les autorités administratives et coutumières. Nana Aboua Clément, 3e chef du village de la génération Djubo et chef en exercice, c'est à lui qu'incombe la tâche de veiller à la passation du flambeau à la génération Mouna. Nos parents, nos devanciers transmettaient le pouvoir à leurs filleuls par la classe d'âge, les Tchoba, c'est-à-dire les 2e fils de la génération. Et donc vers la fin des 20 ans de règne de la génération Djubo, les membres de la génération ont trouvé nécessaire d'obéir à ces principes. Donc c'est en cela que j'ai été désigné comme celui qui doit pouvoir transmettre le flambeau à nos filleuls, les Mouna. Aux côtés de la génération sortante, les représentants des doyens d'âge des familles d'autres villages, autorités, parrains et même population en phase avec les traditions ont investi la place du village. Avec ce système de génération, je crois que c'est la démocratie en pays entier, ici à Anyama Awabo. Donc le pouvoir se donne et après, il y a des changements sans problème. Anyama Awabo, ce village de 1500 âmes, est composé de 4 générations, les Nyando, les Mouna, les Djubo et les Bléchoué. Dans cette localité, comme ailleurs en pays acquis, le pouvoir se gère à tour de rôle entre ces 4 générations. La génération Djubo au pouvoir depuis 20 ans cède ainsi le pouvoir pour les 15 prochaines années au Mouna.
Ces derniers pourront l'exercer dans un an. David Soyo et Franck Kouadio signaient ce reportage. Tout autre chose à présent, présidentielle au Mali, les électeurs sont attendus aux urnes demain dimanche pour élire leur nouveau président. Un vote sous haute sécurité, c'est ce que nous explique Sidonie Davila, envoyée spéciale de la RTI au Mali. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle au Mali et la sécurisation du scrutin est une inquiétude partagée par l'ensemble des populations. Quand la population n'est pas en sécurité, moi je pense que ce pouvoir-là n'a aucun sens. Il y a des zones dans notre pays aujourd'hui où les gens ne peuvent pas voter, où les urnes ne peuvent pas aller là-bas. Donc moi je pense que c'est à ce qu'il faut penser. Cette préoccupation du peuple malien l'est également pour le gouvernement qui en a fait sa priorité. À travers le département de la sécurité et de la protection civile, une commission sécurité impliquant l'ensemble des forces présentes est créée. Objectif, mettre en place un dispositif sécuritaire en vue d'assurer la bonne tenue du scrutin. Ce dispositif prend en compte avant, pendant et après les élections. L'ensemble du dispositif a été élaboré par cette commission-là. Et cette commission comprend des membres titulaires et des membres observateurs. Ces mesures sont entre autres des convoyages, des cartes d'électeurs, le convoi du matériel électoral de façon générale, également aussi les mesures telles que la protection rapprochée des candidats. Le commissaire Bakoun Kanté rassure que tout est mis en œuvre pour garantir un environnement électoral serein. C'est-à-dire que l'effectif qu'on a mobilisé pour l'élection présidentielle est estimé à 30 000 hommes environ. Voilà. Ces 30 000 éléments viennent des forces de défense et de sécurité du Mali, des groupes armés. Il y a aussi la MINUSMA qui est là pour nous appuyer. Barkhane aussi. Le vice-président de la commission sécurité note également la bonne tenue de la campagne. Selon lui, aucun incident majeur n'a été enregistré. Sécurité garantie donc, et justement pour trouver un consensus autour du fichier électoral, une rencontre de haut niveau entre le Premier ministre malien et les différents candidats, cela en présence des observateurs, Union européenne, Union africaine, CEDEAO et Nations unies. Ça a été une rencontre extrêmement utile et qui, au stade où nous sommes, est une rencontre qui, je crois, nous préserve des difficultés par rapport au processus électoral. Nous nous sommes passés des consensus raisonnables, comme je l'ai dit très souvent, à savoir que nous avons un fichier qui est celui qui a été audité et qui sert de base pour tous les documents électoraux qui seront utilisés à l'occasion du scrutin de demain. Je dois remercier tous les interlocuteurs que nous avions eus ce matin, d'avoir accepté que nous puissions passer au scrutin en dépit des faiblesses que nous constatons de part et d'autre. Nous avons beaucoup échangé sur les problèmes de sécurité. Et là également, nous en tiendrons pour notre part à ce que la réalité du terrain nous dictera. Étant entendu que partout où les élections ne seraient pas possibles, naturellement, il ne pourrait même pas y avoir de résultats parce que, comme je l'ai indiqué, pour que des résultats puissent provenir d'endroits où il n'y a pas eu de vote, il faudrait une longue chaîne non seulement de complicité et d'accords pour frauder, parce que normalement, la CENI, la Cour constitutionnelle sont présentes dans tous les bureaux de vote. Nous sommes tous lucides sur le fait que nous ne pourrions pas avoir d'élections parfaites. Mais nous pouvons avoir des élections acceptées de tous. Et je crois que c'est vraiment ça le consensus essentiel auquel nous sommes parvenus. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur RTI 1, 6h30.